Merci à vous. Merci. Vous restez avec nous. Juste après la pause, une question. Les arts et les lettres deviennent-ils politiquement corrects? On en parle avec Fabrice Bousteau, le rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine. Europe 1. C'est arrivé cette semaine, dernière partie avec vous, David Abiker. Les pamphlets de Céline non publiés, Carmen revus et corrigés, Kevin Spacey effacé. On va se demander si les arts et les lettres sont pas menacés par l'autocensure et le politiquement correct. Bonjour Fabrice Bousteau. Bonjour. Rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine. On va parler de ces œuvres corrigées, passées au Tipex d'une certaine façon, mais avant cela, que vous inspire la non-publication des pires œuvres de Céline, les pamphlets antisémites? Gallimard a renoncé jeudi à les republier, même commentés. Je rappellerai d'abord que après la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas interdit le voyage au bout de la nuit. C'est-à-dire que on savait très clairement que Céline était antisémite, mais on n'a pas interdit son œuvre parce qu'il était antisémite. Premier point. Deuxième point, je pense que l'ensemble des écrits, des mots, des dits d'un écrivain, d'un réalisateur, d'un artiste, à partir d'un moment donné où il s'expose dans l'espace public, où il expose une pensée, toute cette pensée doit être présentée, révélée au public. Ça permet de comprendre l'ensemble de l'œuvre. Et évidemment, moi je suis extrêmement pour la publication de ces écrits, d'ailleurs qu'on peut trouver sur Internet, qui existent, qu'on peut trouver très facilement, avec justement les mots qui permettent de comprendre l'obscénité, l'horreur des écrits de Céline antisémites. Ne pas les publier, je pense que c'est beaucoup plus grave que de ne les publier. C'est-à-dire que c'est un danger pour l'humanité de gommer une partie de l'histoire d'un individu ou de gommer toute partie de l'histoire. Mais en même temps, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que ces écrits de Céline sont des torchons, qu'ils ne sont pas évidemment des œuvres littéraires, mais des œuvres politiques, des choses qui sont à côté de son travail. Lui-même, Céline, pour des raisons qui lui appartiennent, ne voulait pas qu'elles soient publiées. Est-ce qu'il ne faut pas respecter au moins la volonté de l'artiste, même s'il s'est comporté, il a écrit des saloperies par le passé? Encore une fois, à partir du moment donné où un homme et une femme est public, a une œuvre publique, on doit avoir tous les moyens de le comprendre et le décortiquer. D'autant que ces écrits ont été publiés, donc ils existent, et ils existent encore une fois, accessibles en un clic sur Internet. Donc pour moi, ce débat sur la publication ou la non-publication des écrits de Céline, ce qui révèle avant toute chose, c'est un populisme et un moralisme galopant qui est très dangereux. On va y venir, mais est-ce que ça révèle pas aussi la volonté d'une maison d'édition de faire de l'argent avec ces fameux pamphlets, avec ces torchons, ces horreurs? Pour moi, ça révèle surtout l'autocensure galopante qui rappelle les années 30 américaines, où on a peur de publier ce qui a déjà été publié dans l'histoire. Donc à partir d'un moment donné où ça a existé, quelle est la légitimité de n'importe quel individu humain d'aller effacer l'histoire? On ne peut jamais effacer l'histoire. Effacer l'histoire, ça s'appelle une dictature. Je cite un autre exemple qui n'a strictement rien à voir, mais qui alimente ce débat sur l'art et sur le regard que le présent porte, que nous, contemporains, nous portons sur les œuvres du passé. C'est cette représentation de Carmen en Italie, dont le final est changé. Le livret indiquait, et on le sait, que Carmen est poignardée. C'est un féminicide, comme on dit aujourd'hui. Et pourtant, le metteur en scène décide, dans un acte de création, mais peut-être aussi un acte militant, d'inverser les rôles. C'est Carmen qui assassine Don José. Je suis pas à la place de l'auteur et du metteur en scène. Ma tentation, c'est de dire qu'on est dans l'œuvre d'art. On est dans un point de vue, on est dans un regard, dans une création. Et toute création doit être respectée en tant que telle. Elle peut être nulle, elle peut être géniale, mais c'est une création pour moi. Donc faites-moi grâce de penser qu'il s'agit d'une création et que la liberté de créer, de réinterpréter également, y compris des chefs-d'œuvre de l'histoire, elle doit être
permise à tous. Il y a beaucoup d'artistes dans l'histoire, y compris dans les années 70, qui se sont battus pour un mouvement qui s'appelle l'appropriationnisme, c'est-à-dire cette capacité à s'approprier l'ensemble des créations de l'histoire de l'humanité et à les réinterpréter à sa manière. C'est ça la liberté de créer, c'est ça être un être humain. Quelqu'un que vous ne verrez pas dans un film où il devait apparaître, où il avait un rôle très important, c'est Kevin Spacey, accusé de harcèlement sur plusieurs jeunes hommes. Dans le dernier film de Ridley Scott, il devait jouer, il a joué, il a été effacé dans toutes les scènes auxquelles il a participé, remplacé par un autre comédien. Là encore, est-ce qu'on doit laisser à l'image un comédien, même si ses mœurs, même si son comportement a pu enfreindre à la fois les bonnes mœurs et évidemment la loi? Évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit juger une œuvre en fonction de la vie de son auteur ou de cette œuvre? Moi, je suis partisan de penser que c'est un élément essentiel, fondamental de l'histoire de l'humanité, que l'esthétique échappe à la morale. Et à la morale tout court, et en plus à la morale au mode de vie. Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait énormément d'œuvres qu'on devrait supprimer des musées, des cinémathèques, y compris les objets de design, un ensemble des éléments de vie courante, si on devait regarder l'œuvre au regard de la vie de l'individu. Mais qui sommes-nous pour juger de la vie d'un individu? Et je pense que ce qui fait une société, c'est l'art. Est-ce que ce qu'on observe en France ou en Italie ou aux États-Unis sur ces cas individuels, ponctuels, est-ce qu'on a affaire à une tendance qui émerge avec l'affaire Weinstein, où il y a eu des époques, où il y a des pays où finalement on efface l'art, on le corrige et on le passe au Karcher du présent? Toutes les dictatures ont toujours voulu effacer l'art au prétexte de la morale et de la bonne morale. Ce qui me frappe absolument aujourd'hui, c'est que cette histoire Weinstein, elle entraîne un mouvement mondial effrayant. Un mouvement mondial, c'est-à-dire que on n'en a pas vu la fin et les répercussions sur l'exposition des œuvres. À Londres et en Allemagne, une campagne d'affichage pour une exposition d'Egon Schiele, qui fait des corps assez décharnés, des nus féminins et masculins. Et qui fait d'ailleurs la une ce mois-ci de Beaux-Arts Magazine. Et qui fait la une de Beaux-Arts Magazine. Et heureusement, nos lecteurs, a priori, sont des lecteurs inventifs qui aiment l'art. Et ce numéro, a priori, est très acheté. Eh bien, quand aujourd'hui, on commence à se dire qu'on supprime une campagne sur Egon Schiele, qu'on demande qu'un tableau de Balthus soit retiré, mais on va avoir un mouvement qui va apparaître, qui va être, au lieu de balance ton porc, balance ton boucher. Boucher, artiste du 19e siècle français qui représente des femmes et des hommes nus dans des positions lascives. On va avoir balance ton Picasso, le grand érotomane par excellence. Tout est extrêmement possible, donc balance ton boucher, balance ton Picasso. Je crois, ce qu'il faut dire, David Abiker, c'est que l'art, c'est un élixir. L'art, c'est une éjaculation neuronale qui éclabousse, qui nettoie les moralistes et les populistes. Et les artistes doivent parler de l'humanité. Fabrice Bousteau, son coup de gueule, son cri d'alarme aussi, rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine. Le numéro qui vient d'arriver en kiosque fait la une avec Egon Schiele et ce sont les 50 plus belles expositions à voir de 2018. Merci.